Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue encore une fois de plus à cette nouvelle émission de Jour de Cannes. Le continent retient son souffle après 3 semaines de passion, de larmes et de coups de génie. Le bruit s'est enfin dissipé sur le Maroc. Sur les 4 nations parties d'assaut du Graal, il n'en reste plus que 4. 4 nations de géants. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour acclamer enfin les nations qui arrivent en demi-finale? D'un côté, on a une affiche aux airs classiques. Le Sénégal contre l'Égypte. Ici, on fait face au duel de titans. Mohamed Salah contre Sadio Mané pour en faire encore remporter le titre de champion d'Afrique. Et de l'autre côté, on a un Maroc contre le Nigeria. Ici, on a Hakimi et Ibrahim Diaz d'un côté contre Lookman et Osimhen de l'autre côté. Ici, vraiment, on fait face à des demi-finales qui s'annoncent vraiment sanglantes, vraiment lourdes et vraiment quoi de mieux que de dire que on va vivre une expérience assez magique. Mais avant de rentrer dans les détails, je pense qu'on va prendre cette ponctuation musicale et revenir présenter les panélistes qui vont meubler tout le long de cette émission. Et si votre passion pour l'image et le son devenait une carrière d'exception? Inubile vous ouvre les portes d'un avenir brillant avec sa licence métier de l'audiovisuel. Une formation innovante avec 3 parcours spécialisés. Technique du son et de l'image, communication et médias de masse. Montage audiovisuel, animation vidéo et réalisation cinématographique. Vivez la transformation de vos idées en chefs-d'œuvre visuels. À l'Inubile, étudiez dans un environnement professionnel alliant équipement de pointe, encadrement d'élite et formation pratique pour une insertion rapide dans l'industrie audiovisuelle. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Rejoignez-nous dès maintenant et donnez vie à vos ambitions. Inubile est situé au rond-point Nouvelle Route, Bonamwang. Inubile, réussir c'est savoir choisir. Alors, après cette ponctuation musicale, bien évidemment, on se retrouve sur le plateau avec nos experts. Nos experts qui vont devoir décrypter tout le long des programmes de cette demi-finale, Maroc contre le Nigeria et également l'Égypte contre le Sénégal. Je vais me tourner rapidement vers Yannick Kiteux, qui est un entrepreneur et un passionné de foot. Salut Yannick. Salut Léon. Comment tu vas? Super. Super. Encore ravi d'être ici. Alors, est-ce que tu es prêt pour décrypter l'actualité du football africain? Allons-y, on verra. Oh, d'accord. Après, juste à ta droite, nous avons Monsieur Nelson. Salut Monsieur Nelson, qui est le chef du département de génie mécanique. Salut Léon. Bonsoir. Bonsoir. C'est prêt? Donc, effectivement, Est-ce que vous pensez qu'on va chauffer? normalement. Ah d'accord, super. Non, si c'est pour vous, j'ai confiance. J'ai confiance pour ce demain. J'ai une très belle expérience de vos interventions sur les plateaux télé. Robin Nelson, salut. Salut. Ça va? Ça va très bien. Très, très bien. Ok, parce que là, le principe de l'émission, il est très simple. On veut une émission fun. Les panélistes doivent être vibrants. Hein? Alors, vous voulez du fun? On veut du fun, on veut du fun, on veut du fou rire, on veut de la joie, on veut de l'émotion. Vous devez du fun. Alors, salut Monsieur Ombé. Salut Léon. On vous a vu, on vous a aperçu avant l'entame de l'émission, un peu réticent sur le fait de participer. Hein? Oui, c'est vrai que le football n'est pas trop mon truc, mais bon, on va se battre pour donner le. Vous avez cette réputation de toujours être pointu sur tout ce que vous faites. Effectivement. Éducation, orientation scolaire, mais cette fois-ci, on vous retrouve en football. Et on va se battre. Mais ce qui est sûr, vous aurez quelque chose à dire. On va se Hein? battre. Alors, ainsi planté le décor, vous avez là nos panélistes qui vont intervenir tout au long de cette émission. Mais rapidement, on va prendre la première rubrique qui sera vraiment du fun. Prénom coup de gueule. Après ça, on arrive. Alors, la première image de ce coup de gueule, qu'est-ce que la régie va nous proposer? La toute première image. Ici, sur le net, les internautes se sont baladés et se sont amusés à faire des vannes. Le Nigeria, bonne attaque, comme vous pouvez lire. Le Sénégal, vous pouvez lire avec moi. Hein. Bonne équipe. Le Cameroun, Bon retour. l'Algérie, hein, C'est pas très normal. Hein. et la Côte d'Ivoire. Bonne arrivée. Elle s'est dit que la Côte d'Ivoire rentre out. Ça veut dire qu'on imagine que la Côte d'Ivoire est alors partie avant tout le monde. C'est déjà installé, elle est déjà chez lui. Hein? Prochaine image du coup de gueule.
Alors, quand vous voyez cette image de Samuel Eto'o et de Georgette, qu'est-ce que ça vous fait comprendre? Moi, je suis en train de voir un mari qui est en train de rentrer avec sa femme. Et exactement comme ce qu'on a eu au Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parfait. Pas sans sa femme. Yannick, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois un mari qui doit être toujours avec sa femme. Oh, en même temps aussi. Là, le mari qui part, il laisse sa femme ou elle part, il laisse son mari. La femme doit suivre. Oui, ton pied, mon pied. Mais vous êtes sûr qu'on est en train de voir la même chose? Non, Moi personnellement, je vois Samuel Eto'o et sa femme filmés lors d'une cérémonie il y a plusieurs années. Oui, parce que même la coupe de coiffure. Et même la coupe de coiffure en dit long. Andy Je ne sais pas comment vous faites pour voir la Côte d'Ivoire. Nous sommes les Camerounais. Et le Cameroun. On est comme les Camerounais. Hein? Moi, on est comme les Camerounais. Mais le Toi, tu dis que Camerounais, tu vous vois, aimez on parle les- du fond de l'image. Vous aimez les problèmes. On a dit tous à la Côte d'Ivoire, bonne arrivée. On aurait plutôt dit la femme a raté son mariage. En fait, de toutes les façons, j'ai vu sur le net que le Cameroun ne peut pas rentrer et la Côte d'Ivoire reste. Impossible. 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 Mais la Côte d'Ivoire va mieux jouer, hein, en tout cas. La Côte d'Ivoire, big up aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Prochaine image. C'est quoi, hein? Ça, c'est le Mali, non? Que la carte n'a même plus chic, ça. Il y a la consolation. Ça, c'est le Mali, non? Ça, c'est la consolation. Est-ce que c'est une excuse? Non, ils n'ont même pas le droit de parler comme ça, même à quelle ville ils passent. La vérité, c'est que même les Camerounais disent ça. Que la canne n'est plus chic, ça nous. Les Camerounais, Ivoiriens, c'est normal. même les Ivoiriens disent également que la canne n'est plus chic, ça nous. Donc, comme le mari et la femme sont rentrés, on doit arrêter les Je vais conneries. t'expliquer, la seule personne qui a le droit de dire ceci, c'est le Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, avant d'être un pays, c'est d'abord un... Un continent. Un continent. Donc, comme le continent est rentré, on arrête tout. On doit Vous tout voyez, vous arrêter, prenez ça, pour tout. ouais. On doit arrêter. C'est ça, en fait. Ok. Si vous le dites. Prochaine image. Ouais, on voit. Pas des boys. Qui veut chanter la fête? Pas des boys, pas des boys. Tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. C'est Pierre, c'est Pierre. C'est Pierre. Essuyer. C'est quoi là? Kamajogo. Voilà. Ah ouais, je veux- Et effectivement, c'est sorti au premier but de l'avant-centre camerounais, celui qui évolue en Espagne. Eta Eyong. Eta Eyong. Oui, c'est quand Eta Eyong, justement, a marqué Et il marque. Ce gardien, c'était quel pays? le Gabon. C'était le Gabon. On dit au gardien gabonais que quand tu ouvres, il faut fermer. Il faut fermer, c'est normal. Quand tu ouvres, il faut fermer. Donc, on ouvre, Quand tu ouvres, tu fais. il n'avait pas la référence. Il marque camerounais. Ça a impacté sur lui et finalement le Gabon est rentré. Ils ont ouvert. Ils n'ont pas Ils fait. n'ont Ils ont pas fermé. Dommage. Et c'était tout pour cette partie coup de gueule. On applaudit. Je pense que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, cette rubrique, on va essayer de faire un rétro sur les quarts de finale pour mieux rebondir justement sur les demi-finales. Sans plus tarder la régie, on prend le rétro des quarts. Alors, rétro des quarts de finale, une confrontation majestueuse. Mais j'aimerais faire un premier penchant sur une rencontre qui a fait beaucoup polémique justement sur les réseaux sociaux. On parle ici de Maroc-Cameroun. Alors, on a en face de nous un panéliste qui avait prédit la défaite du Cameroun. Monsieur Nelson, qu'est-ce que vous pensez finalement de ce que vous aviez prédit à l'émission précédente de Jour de Cannes? Bon, moi j'étais réaliste. Sauf que, bon, au Cameroun, généralement on aime beaucoup plus le rêve que la réalité. Parce que lorsqu'on regarde les cas de niveau entre les deux pays, c'était vraiment prévu. J'ai toujours dit, pour l'instant présent, et peut-être pour les 5 prochaines années à venir, le Maroc n'est pas au niveau de l'Afrique. C'est au niveau mondial le Maroc aujourd'hui. Yannick, tu penses la même chose? Tu penses la même chose que lui? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que justement, le niveau du Maroc, il ne faut pas se mentir. Le Maroc a un très bon niveau. Même si, par rapport à la confrontation Cameroun-Maroc, il y a beaucoup à redire, ce qu'il faut admettre, c'est que le niveau de jeu que le Maroc a imposé était vraiment incroyable par rapport à ce Cameroun qu'on a vu ce jour-là. Le Cameroun avait toute la niaque. Ils avaient la volonté de gagner, mais le Maroc a imposé son style de jeu très rapidement dans la rencontre. Et connaissant nos joueurs camerounais qui sont déjà
Quand c'est encore plat, ils sont tranquilles, mais dès qu'ils sont dominés, le mental chute très rapidement. Mais comment est-ce que vous voulez que le Cameroun impose un style de jeu considérable quand l'arbitre, à chaque toucher du Maroc, a sifflé jusqu'à donner un carton jaune pratiquement à moins de 7 minutes du match? Qu'est-ce que tu as eu à en penser? D'abord, je vous ai compris, M. Nelson. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que le Maroc, ils ont une bonne équipe, c'est vrai. Peut-être dans les 5 prochaines années à venir ou les 10 prochaines années, ils seront meilleurs en Afrique. Mais on doit comprendre une chose, la CAN reste la CAN. Ce n'est pas l'équipe qui propose le meilleur système de jeu qui gagne. Non. C'est l'équipe qui a plus de maturité, l'équipe qui a plus d'expérience dans la compétition. Le Cameroun était à 2 doigts de prendre cette CAN. Mais on ne va pas parler des injustices qui ont été faites au stade. Non seulement ça, on va parler de la jeunesse qui est dans l'équipe actuellement. On avait pratiquement 2 expérimentés. 2 expérimentés même qui ne sont pas là depuis très longtemps, à part le capitaine. Quand je parle des 2 expérimentés, je parle de Nou Tolo et de Brian Bemont. Bien sûr, le Maroc c'est une grande équipe, c'est une forte équipe, mais le Cameroun, pas nos jeunes joueurs, le Cameroun a la maturité du jeu. On a l'expérience de la victoire, on a l'expérience du championnat. Mais quand on te voit parler, c'est comme si tu attendais le Cameroun au quart de finale. J'attendais le Cameroun à la finale. À la finale. À la finale. Tu es sûr? J'étais très Quand sûr. les listes sont sorties, tout le monde disait ici que le Cameroun ne peut pas. J'étais très sûr de moi. Que le père là est venu, il a commencé à chasser les gens. Il faut encore qu'il chasse même 2 personnes. Bon, moi de mon côté, c'est vrai que moi, je comprends les Camerounais essayer de débattre. On met beaucoup plus le côté patriotisme, et c'est vrai. Mais le côté réel, il faut le remarquer. En 2002, ils sont toujours allés avec une équipe très jeune. Vous savez bien, en 2002, très jeune, effectivement. Et la moyenne d'âge de 2002 était même inférieure à la moyenne d'âge de l'équipe à l'heure actuelle, en 2002. Mais la différence, c'est que le Cameroun, à l'époque, avait la structuration de l'équipe. C'est-à-dire, on a mis sur pied déjà les services au niveau de la formation des jeunes, c'est-à-dire départemental de ligue. Le Maroc, ce qu'ils ont fait depuis 10 ans. Et c'est la même chose que la GA est en train de suivre, et c'est la même chose au niveau de l'Égypte. Tous, même le Sénégal en train de suivre. Et effectivement, et le Niger a emboîté le pas. Si vous voyez l'équipe du Niger commence à décoller, ce n'est pas pour rien. Donc, ce que vous voulez me faire comprendre, c'est que ceux qui se plaignent sur les réseaux sociaux qu'il y a eu faute d'arbitrage, qu'il y a eu de la combine, qu'il y a eu de la mafia, se sont trompés. Vous qui avez regardé le match de M. Landry, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Le Maroc méritait de gagner. Ce que je dirais par rapport au match Cameroun-Maroc, déjà je vais revenir sur ce que mon confrère disait tout à l'heure, c'est une jeune équipe, parce que ça va faire à peine 1 mois que l'équipe est en train d'être constituée, et naturellement il y a forcément des automatismes qui ne sont pas encore huilés. Donc je dirais donc avec une jeune équipe, je pense qu'ils ont fait rêver les Camerounais, comme M. Nelson disait tout à l'heure que les Camerounais ont beaucoup rêvé. Oui, on a une équipe qui nous a vraiment beaucoup fait rêver. Côté injustice, naturellement, on a vu l'arbitrage qui n'était pas vraiment au rendez-vous, mais c'est aussi ça le football. Donc, je dirais que nous sommes en train de nous reconstituer, et peut-être dans les années à venir, on pourra faire mieux, quoi. Mais j'aimerais vous poser quand même la question. La question, c'est à qui veut la prendre sur le plateau. D'après vous, quelle équipe a fait plus bonne impression à cet quart de finale? Quelle est l'équipe pour vous qui a mérité carrément, sans contestation, de passer en demi-finale? Le Nigeria. Effectivement. Le Nigeria? Le Nigeria. Pourquoi rapidement? Le Nigeria, parce que c'est l'équipe ou le pays qui s'est imposé le plus rapidement et le plus efficacement possible depuis le début de la CAN. C'est leur match, c'est-à-dire c'est que l'arbitre soit bon ou mauvais, eux ils tapent fort. Ils tapent le genre que même les heures d'arbitrage ne veulent pas passer. C'est-à-dire leur jeu est tellement limpide et structuré que c'est juste obligé de passer. Mais quand je regarde la moyenne de buts du Nigeria par match, c'est au moins 3. Hein. Carrément. 3 buts par match, c'est pas donné à une équipe. Carrément. Vous avez quand même aussi, même avec tout le monde associé. C'est Adam. L'attaque du Nigeria, c'est le feu. Vous savez que c'est la meilleure équipe pour vous des quarts de finale, rien à dire. Bon, on va dire que c'est la meilleure. On a observé également un Sénégal-Mali, un Mali qui a été handicapé par un carton rouge donné à son capitaine, mais un Sénégal qui n'a pas pu quand même à donner le niveau qu'on espérait. Parce que si à 10 contre 11, on ne met pas au moins ce 2, 3, 5, on reste à 1-0, c'est que le Mali, si le Mali avec
la même cote que le Sénégal, on devait plus parler de qualification du Sénégal peut-être. Non, on devait toujours parler. C'est vrai, le Mali, leur problème, c'est, je vais dire, il manque de buteurs, il manque de difficulté devant les goals. Ils ont pratiquement un seul joueur qui essaye souvent de faire comme s'il veut marquer, on l'appelle Sinayoko, un truc comme ça. Il essaye souvent de faire comme s'il veut marquer, mais il est pratiquement seul. Ils combattent, ils sont combatifs, ils sont techniques, ils ont la vision du jeu, ils ont les joueurs motivés, mais ils n'ont pas de buteur. Et le football d'aujourd'hui, c'est le but. Mais il faut aussi remarquer que le Mali, ce qu'il propose aujourd'hui, ce n'est pas, en fait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Bon. Ils ont toujours cette impression à la fin. C'est-à-dire l'équipe, on attend, on pense au vu des différents jeux qui jouent dans les grands championnats, mais ils déçoivent toujours. Donc je ne sais pas si c'est un problème de lui, il doit beaucoup prier, il doit chercher. Oui, il a beaucoup à la mec, il doit aller avec mais je pense que le Mali, vraiment, pourtant c'est une nation qui regorge énormément de talent. Mais je ne sais pas pourquoi, à leur niveau, c'est souvent difficile de passer au niveau des cas, peut-être les demi-finales. Qu'est-ce que vous avez pensé rapidement de la confrontation Égypte-Côte d'Ivoire? Égypte-Côte d'Ivoire. Vous pensez que... La Côte d'Ivoire... Bon, il faut dire que les Ivoiriens n'ont pas de mérité. Au contraire, match équilibré. Par rapport aux Camerounais, les Ivoiriens ont bien, c'est-à-dire ont proposé du jeu. Disons que, effectivement, je pense qu'il y a un des joueurs qui a pu reprocher. Il s'agit du joueur... Amad Diallo. Non, le capitaine ivoirien. Effectivement. De toute l'équipe ivoirienne, présentement, il est le joueur qui a plus de reproches. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu s'implanter à Barcelone. Parce qu'au niveau des dernières relances, il est tellement lent. C'est-à-dire la dernière prise de décision. C'est ça le gros problème. Et même face au Cameroun, Côte d'Ivoire, s'il avait plus de précision, les Ivoiriens nous battaient. Non, je ne suis pas d'accord. Non, il faut qu'il réalise. Non, mais ça, il faut dire vrai. seulement sur ça, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il réalise. Seulement sur ça, je ne suis pas d'accord. Mais monsieur Nelson, est-ce que vous savez qu'avec cette fois, vous pouvez sortir là dehors, vous n'avez pas chez vous? Non, pourquoi vous dites ça? Il faut qu'il réalise. Moi aussi, je suis réaliste. Je ne suis pas d'accord. Côte d'Ivoire, Cameroun, ça s'est terminé sur un score de 1 but à 1. Point final. Mais ceux qui ont mieux proposé le match, c'est dans le jeu, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que s'il faut rentrer dans cette comparaison, on va se dire que Cameroun-Gabon, le Cameroun aurait pu mieux faire. Cameroun contre la Mozambique, le Cameroun aurait pu mieux faire. Mais c'est fini 2-1. Au niveau du Gabon, c'est fini 1-0. Donc je veux pas, il ne faut pas qu'on entre dans les 6. Bon. C'est fini comme c'est fini. Le Cameroun avait le niveau de la Côte d'Ivoire. Les deux se sont compensés techniquement et on a fini à égalité. Marie et la femme. Non, le Cameroun aurait dû gagner. Le Cameroun aurait dû gagner. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ils n'ont pas gagné. Non. C'est que pour ce match, soit c'était une victoire à la Côte d'Ivoire, soit c'était un match nul. Il y a un gros problème qu'on doit comprendre. Notre football est en train de décroître. Parce que si vous regardez seulement l'équipe, c'est une équipe qu'on a concoctée et peut-être due au niveau parce que entre le ministère et directement l'Africa Foot, il y a eu peut-être comme accord et puis on concorde des joueurs et puis on revient, on dit, tu vois, il n'y a pas une vraie situation dans le jeu. Vous savez, tous les buts des Camerounais, il n'y a pas un but où ils sont partis de l'arrière vers l'avant, on a marqué. Il faut toujours de la chance, il faut toujours qu'il y ait un joueur adverse qui vienne nous aider. C'est ça le gros problème. Avec cette allure, on ne peut pas aller loin. Et si on continue par aller restructurer le football jeune, regardez un peu le cas Non, le cas du Maroc, par exemple. Mais moi, je dirais, on ne peut pas l'équipe du Maroc, champion du monde. Imaginez-vous, d'ici 2 ans, ils vont rejoindre l'équipe première. Et vous pensez quelle équipe pourra les battre à cette allure? Donc, vous comprenez qu'ils sont préparés. Et il faut aussi oublier que la Coupe du Monde des clubs va se jouer au Maroc. On pourrait passer toute la soirée à parler de la rétro, des quarts de finale. On pourrait passer même toute la nuit ici, s'il faille rentrer dans les débats tactiques, dans les débats de qui est plus fort que l'autre et tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas ce qui nous rassemble ici. Vraiment, nous sommes là pour préparer justement les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendront ce mercredi. Mercredi, confrontation Maroc contre le Nigeria et Égypte contre Sénégal. On va rapidement passer au décryptage numéro 1, Égypte-Sénégal. Alors, revanche historique et opposition de style. Le Sénégal de Pape Thiaw semble plus joueur qu'auparavant. Est-ce un risque face au bloc égyptien qui adore punir les équipes trop hautes? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Nelson? Je vois vous souriez, ça veut dire que ça va aller? Non, effectivement. D'une part, il faut aussi dire que le Sénégal, ce n'est pas étonnant qu'il puisse être là. Voilà, depuis 10 ans, je pense au niveau de l'Afrique et même du monde, on entend parler d'eux. Et aussi, le Sénégal a misé aussi sur le football jeune. Vous avez vu aussi le jeune Mbaye. Et à chaque fois qu'il entre, vraiment, il punit. Il est chirurgical. Ouais. Et après, c'est tous les postes du Sénégal, il ne faut pas oublier. Ce sont les doublons à tous les postes.
C'est-à-dire il y a même certains jours on n'a même pas appelé parce que l'équipe était saturée, les défenses sont très bonnes. Tous efficaces. Et effectivement. Donc c'est pour dire, moi je pense plutôt sur un match beaucoup plus équilibré. Parce qu'au niveau de l'Égypte, il faut pas oublier Mohamed Salah et aussi le joueur de Manchester. Justement, pour parler de Mohamed Salah, on assiste encore également à un choc entre Mohamed Salah et Sadio Mané. D'après vous, qui porte plus la responsabilité de mener son équipe à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations? Je trouve que c'est plus Mohamed Salah. Parce qu'en Égypte, il n'y a pas encore un joueur qui sort au niveau du lot, qui a peut-être atteint son niveau, à part peut-être Zidane dans le temps et peut-être le gardien, mais lui, vraiment, il porte plus la responsabilité. Or, du côté quand même du Sénégal, on peut quand même voir Idrissa Gueye qui est quand même là, Sadio Mané qui est là. On voit qu'au niveau du Sénégal, il y a quand même des joueurs qui portent l'équipe. C'est-à-dire même en absence, je pense qu'il y a une période où, effectivement, Sadio Mané était blessé, le Sénégal, victoire sur victoire. Justement, la régie doit nous proposer quelques déclarations de Sadio, de Mohamed Salah, qui affirme carrément que on affronte des équipes dont la plupart des joueurs évoluent en Europe. C'est pourquoi c'est un peu difficile pour nous. Sa prochaine déclaration, on se rend compte qu'il est vraiment entré dans la compétition. Personne, même en Égypte, ne veut gagner ce trophée plus que moi. On a un Mohamed Salah en feu. Rien à dire. On a un Mohamed Salah en feu. Vous pensez vraiment que la riposte face au Sénégal va se faire, M. Landry? Généralement, il y a ce qu'on dit, ce qu'on parle des favoris sur le papier. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'il y a un match, on se dit sur le papier, il y a un favori par rapport à son palmarès. On a ici l'Égypte qui a beaucoup plus de Coupe d'Afrique par rapport... Mais parlant de favoris, il y a Mohamed Salah qui il a dit clairement en conférence qu'il n'est pas favori par rapport au Sénégal. Pas de favori, compte tenu de la quintessence de l'équipe du Sénégal. Il ne se voit pas être favori, donc il va tout donner. Et il y a Mohamed Salah qui a répliqué en disant on va gagner peu importe la manière. Voilà. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pour dire, généralement, ce qu'on parle de favoris sur le papier, ça ne tient forcément pas sur le terrain parce que à ce stade de la compétition, tout le monde a mérité d'être là. Peu importe la circonstance, peu importe la manière dont vous avez mené, lorsque vous avez à ce stade de la compétition, vous l'avez mérité et vous êtes au niveau, donc tout peut se jouer. Donc ça va se jouer sur le terrain et puis le meilleur va gagner. Justement, parlant de terrain, le milieu de terrain, la bataille des ratisseurs entre Lamine, Camara et Delneny, qui aura les clés du tempo du match, d'après vous? C'est du côté du Sénégal. Sénégal? Oui, effectivement, malgré les déclarations, bien les sorties de Mohamed Salah, vraiment, c'est vrai que le match n'est pas assez très ouvert. C'est un match vraiment très serré, deux chocs entre les titans. Et de part de l'Égypte, pour ces 7 couronnes déjà. Non. Mais moi, je pense plus que le Sénégal va se qualifier. L'Égypte est réputée pour toujours arriver au tir au but. Oui, Lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, qu'est-ce que tu penses de ça? Très personnellement, je pense que ce match, ça va dépendre de qui va donner le ton en premier. Parce que l'Égypte a cette faculté-là à subir sans paniquer. L'Égypte, c'est déjà, il maîtrise le tempo. Et je pense que dans ce match, l'Égypte va faire l'effort le maximum pour calmer le jeu parce que le Sénégal est plus fighting spirit. Et si l'Égypte donne le ton en premier, ce sera facile pour de maintenir. Mais par contre, si le Sénégal donne le ton en premier, ce sera très difficile pour les joueurs de revenir. Donc je pense que ce match sera vraiment le jeu des... Ce sera vraiment très tactique. C'est-à-dire celui qui donne le ton rapidement, étale le système de jeu et c'est lui qui domine la rencontre. Mais on a vu un Égypte qui a donné le temps en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a failli se rattraper. Ce n'est pas toujours une science exacte. Justement, ça n'est pas toujours... on dit les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Justement, chaque match a sa réalité. Justement, la Côte d'Ivoire aurait pu gagner, mais elle n'a pas gagné parce que l'Égypte a donné le ton. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'Égypte, quand ils sont pressés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils savent subir sans paniquer. C'est-à-dire, même quand la Côte d'Ivoire fait ça, on sent qu'il veut revenir, mais l'Égypte calme le jeu. Peu importe ce qui se passe, l'Égypte calme le jeu. Et plus ils le font, plus le temps passe jusqu'à ce que le match finisse. Mais je pense que quand même, si ce match arrive jusqu'aux prolongations, ce que le Sénégal doit gagner. Donc si l'Égypte va avoir une chance de gagner, ils doivent gagner les 90 minutes. Exactement. Parce qu'au-delà de ces 90 minutes, ils ne pourront pas tenir une limite face au Sénégal. Ce qui n'est pas du tout facile aussi. Ils ne pourront pas. Comme tu dis, ils peuvent donner le ton, mais il faut donner le ton et concrétiser.
c'est-à-dire marquer les buts. Non, C'est en bleu. Égypte maintenant, on connaît Mohamed Salah quand même à Liverpool. Mohamed Et Salah, même Omar Rouge. parmi ces déclarations, On a on voit très bien. qu'effectivement c'est dur le problème qu'il a eu à Liverpool. À un moment donné, baisse de régime, le coach l'a mis là au banc, et puis il revient même sous saut d'orgueil. Et son premier, là, il promis, lorsqu'il partait de l'équipe de Liverpool, qu'une fois remporté la CAN, il reviendra plus fort. Sauf que je pense que ce soir, le Sénégal a plus de chances de passer par rapport à... Justement, je pense que c'est également ce qui justifie les déclarations de Mohamed Salah en conférence de presse sur le net. Et on ressent cette envie de battre, de prouver quelque chose pour mériter sa place à Liverpool. Parce qu'il faut le dire, il a perdu sa place de titulaire. Il a perdu sa place de titulaire et il est carrément plus trop compté parmi les 11 entrants. C'est un déclin, c'est carrément une chute. On assiste là à un futur Eden Hazard, Un futur Ben enfant. un futur Sadio Mané qui sera envoyé en Arabie Saoudite. Et c'est également ça la particularité du football européen. On est assez pointu. On ne joue pas le nom. On ne joue pas le nom en Europe. On est sur la compétence. S'il n'y a pas de compétence, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de jeu. On te met sur le banc. Mais je pense que quand même, par rapport à Mohamed Salah, c'est un joueur qui, depuis ces 10 dernières années, il est régulier. Et c'est ça un peu les grands joueurs. Aujourd'hui, on parle de Messi, Ronaldo, parce qu'on a vu plus de 15 ans jouer à le même volume de jeu. Donc oui, je pense qu'il va revenir. C'était peut-être dû à peut-être des petites complications au niveau du les performances. Ne vous inquiétez pas. Mais il a le talent, il a le génie. Le problème, c'est que vous dites que Mohamed Salah ou bien Sadio Mané est constant, il est régulier. Mais Mohamed Salah est constant et régulier. D'accord, j'ai cru entendre Sadio Mané parce que j'allais dire que comment est-ce que vous pouvez voir la constance de Sadio Mané, pourtant il est en Arabie Saoudite. C'est compliqué. Ok, on va pas s'éterniser sur le choc entre l'Égypte et le Sénégal. On va rapidement passer au décryptage numéro 2. Alors, Maroc-Nigeria, ça arrive un peu sur le plateau, ça choque. Qu'est-ce que vous en pensez? La balle est ouverte. À qui veut prendre la parole? Moi je revois Maroc-Cameroun. Mais en version améliorée du Cameroun. En version plus améliorée. Pourquoi je vais dire ça? Le stade encore sera rempli encore de rouge. Les supporters nigériens vont demander les tickets, on va leur dire c'est fini. Mais quand les supporters marocains vont demander les tickets, ils auront leur ticket. Vous blaguez avec ceci, mais ça joue beaucoup. Hein. Le supporter, c'est pratiquement le 12e joueur de l'équipe. Le supporter, le fan club, ça joue beaucoup sur les joueurs. Et non seulement ça aussi, le Maroc, il propose un bon système de jeu, ils ont un beau jeu, on va dire dans le jeu des Blancs, bon, c'est l'Afrique blanche, c'est normal, mais le Nigeria, comme je le disais tout auparavant, tout au début, le Nigeria a la niaque, ils ont la motivation. On a justement Hakimi, oui. Hakimi d'un côté avec Ibrahim Diaz et de l'autre côté, on a Lookman et Osimhen. C'est un duel de titans, c'est carrément toute l'Europe dans une équipe de CAN, dans un match de CAN. En fait, c'est compliqué. Personnellement, je pense que ce sera un match très difficile, très dur. Pourquoi? Parce que on va assister à un match où, d'un côté, on a un pays en cas, mais qui est pays organisateur. C'est-à-dire, rien que l'orgueil de dire, mais c'est nous qui organisons, pourquoi rentrer maintenant qu'on peut peut-être arriver en finale. Ils vont faire tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, comme on a vu avec le Cameroun. C'est-à-dire, s'il fallait aller au niveau où un joueur respire, c'est moi dans le carton, un jour on va donner. Bon, maintenant, de l'autre côté, on a une équipe qui a envie de gagner. Parce que quand vous regardez le Nigeria jouer, vous ne voyez pas une équipe seulement qui est technique, mais vous voyez dans le style de jeu une équipe qui a envie de gagner. C'est-à-dire, le Nigeria va proposer quelque chose de très particulier par rapport au Maroc, qui va faire en sorte que les deux équipes, à mon sens, peuvent aller aux prolongations. Mais tout compte fait, je crois que le Nigeria va l'emporter. Alors, le Maroc joue ici devant plus de 50 000 spectateurs. Est-ce une source de stress ou alors une motivation à aller abattre cette équipe du Nigeria? Bien sûr, je pense que le fan club, comme le confrère le disait, ça contribue énormément. Parce que imaginez, vous arrivez dans un stade et même si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il y a un public derrière qui vous pousse à le faire. Ou alors d'un autre côté, vous êtes en train de faire quelque chose et un public est en train d'huiler sur vous. Donc je pense que c'est un facteur qui peut jouer vraiment en faveur du Maroc, étant donné qu'ils ont tout le fan club de leur côté et ils sont payés organisateurs.
ça leur rend favori sur le papier, comme je le disais tout à l'heure. Mais de l'autre côté, on a un Nigeria qui a ce désir de gagner, comme on le disait. Et le désir parfois peut suffire pour pouvoir remporter une compétition ou alors pour pouvoir atteindre un certain objectif, parce que tout objectif part d'abord d'un désir. Alors, moi aussi, je pense que le Nigeria peut passer. D'accord. Mais on ne le dit peut-être pas assez, mais on assiste à un match où on a pratiquement la meilleure attaque de cette compétition contre la meilleure défense de cette compétition. Le Nigeria actuellement est à plus de 14 buts marqués et le Maroc est à, je crois, c'est un but encaissé durant toutes les confrontations. Est-ce que vous ne pensez pas là, franchement, que la balle sera vraiment remise au centre et la meilleure équipe méritera de gagner? C'est bon, c'est vrai que quand vous dites ça, moi je pense un peu au stats. Parce qu'ils sont affrontés déjà 8 fois. Sur les 8 fois, il n'y a pas eu de match nul. Il y a eu 5 victoires pour le Maroc contre 3 pour le Nigeria. Mais par contre, au niveau des buts marqués, c'est-à-dire par le Maroc, 10 et 8 uniquement pour le Nigeria. Donc ça veut dire que généralement les deux équipes, c'est plus les matchs ouverts. Et je pense que depuis les 5 dernières, ils ne sont pas affrontés. Les affrontations remontent en 2002 et 2006. Donc on se rend compte que si on voit que le Maroc face au Nigeria 10 buts durant les 5 dernières années et de l'autre côté 8 buts, donc je pense que c'est un match très ouvert. On voit au niveau de l'attaque des deux équipes déjà, et on voit des grands buteurs au niveau des deux équipes. Donc pour moi, vraiment, c'est un match imprévisible. C'est difficile de donner avec fermeté pour dire bon, tel qui va gagner ou pas, mais je pense quand même beaucoup plus au niveau du Nigeria. Parce que c'est vrai, le Maroc non seulement a déjà son public, le Maroc joue déjà chez elle, et je pense qu'ils vont tout faire pour garder la canne à la maison. Mais le Nigeria, vraiment, je pense qu'ils ont des choses à proposer. Ils ont beaucoup à proposer. Mais quand même, cette intervention m'amène à poser quand même une question. Ça, c'est une question. Je ne sais pas si elle est une question footballistique, mais une question en termes de logique. Moi, j'ai un problème quand même avec les analystes sportifs qui se fient au stats des années antérieures pour prédire le cours des matchs au présent. Ça veut dire quoi? On va se fier par exemple à ce qui s'est passé il y a cela plus de 20 ans sur des statistiques de 2002 pour pouvoir prédire ce qui va se passer. Je ne sais pas si le football reste constant sur la durée ou bien au fil du temps que ça passe, il y a des modifications parce que c'est clairement plus les mêmes joueurs, mais les analystes ont cette faculté à rester quand même sur ces statistiques-là. Ou bien je ne sais pas si on va dire, quand on dit équipe du Cameroun, c'est un cadre spécifique, le Cameroun ne peut pas sortir de là. Si on dit équipe du Maroc, c'est dedans, je ne sais pas. Non, je pense que c'est une influence, c'est-à-dire les données, les antécédents peuvent avoir une influence sur le présent, parce que même lorsque vous partez à l'hôpital, et que vous voulez vous faire consulter, on vous demande aussi les antécédents, on vous demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le diabète dans votre famille et tout ça. Ça contribue à la constatation qu'on vous fait actuellement. Et c'est pas pour rien que dans les familles, il y a ce qu'on appelle les compétences transgénérationnelles. Ça veut dire que s'il y a eu des riches dans votre famille, il y a les fortes chances que vous deveniez riche. Et si aussi des pauvres dans votre famille, il y a les fortes chances que vous deveniez aussi pauvre. C'est pas pour rien lorsqu'on dit qu'on parle de la quincaillerie, on pense à qui? Je pense que tout le monde parce que lorsqu'on parle de la quincaillerie, tout le monde voit les Bouddhas. Ce n'est pas pour rien, vous voyez un peu. Donc, ce qui fait qu'il y a dans l'esprit, il y a dans cet esprit transgénérationnel qui ne peut pas facilement être brisé. Ça veut dire que lorsqu'on dit que le Cameroun n'a jamais perdu contre une équipe, ça sera difficile, même seulement cet esprit transgénérationnel-là, ça peut jouer de telle sorte que ça puisse continuer à se reproduire. Les coachs vont continuer à transmettre cet esprit-là. Donc moi, je pense que ça a une chance les antécédents. Robin? On y revient à ce que M. Lamy a dit. C'est vrai, l'esprit transgénérationnel revient sur les matchs d'aujourd'hui. Ça revient sur le moment présent. Mais sauf que ça va contribuer seulement à 30%. 30% bien mesuré. Parce que les choses changent tous les jours. Le football se modifie, tous les 1 an ça change. Tous les 1 an il y a les jours, il y a les joueurs différents, il y a les meilleurs joueurs qui se proposent, il y a les meilleures compétitions, il y a les nouvelles prestations, il y a les nouvelles modifications qui sont faites. Donc on peut se baser dessus, mais juste c'est une échelle de 100%, on peut la mettre juste à 30%. Est-ce que ce n'est pas plutôt un facteur de motivation de joueur plutôt qu'un facteur de tactique? Mais moi, je ne suis pas très d'accord avec Robin. Pourquoi? Parce que quand on dit que le Cameroun c'est une grande nation de foot, pourquoi on le dit?
c'est parce qu'on pense aux statistiques. C'est parce qu'on voit ce que le Cameroun a fait par le passé. Et quand même, dans les séances d'entraînement des joueurs, on les rappelle ça parce que tout part d'abord du mental. Tu vois, c'est une motivation plus. Le simple fait pour un nouveau joueur de savoir que tu joues dans un pays qui est une grande nation par ses statistiques passées, ça met le jeu dans un état d'esprit où il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Par exemple, la finale de la Super Coupe d'Espagne, Real contre le Barcelone. Qu'est-ce qui mettait le Barça en confiance? C'est le simple fait de savoir que Hansi Flick n'a jamais perdu une finale. On a dans ces statistiques, on dit, hey, vous faites ce qu'on fait là, mais Hansi Flick n'a jamais perdu une finale, donc mettez-vous bien. Le simple fait de savoir ça met déjà le Barça en confiance que non, notre on n'a jamais perdu une finale. Même si le précédent classique contre le Real, on a perdu, on est en finale et on n'a jamais perdu une finale. Ça va souvent un peu. Donc pour moi, les statistiques jouent extrêmement dans même les matchs à venir, les matchs présents, même si les statistiques datent de plusieurs années, ça met les joueurs dans un état d'esprit où ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils savent que, ok, nos prédécesseurs ont fait comme ça, ce qui a donné le ton à notre équipe ou à notre pays. Nous, on doit suivre ce ton-là, ou alors l'améliorer si les statistiques n'étaient pas bonnes. Moi, je suis très d'accord avec ceci, mais sauf que les statistiques, ça joue énormément. Par exemple, je vais parler du match Cameroun-Maroc. Dans les statistiques, qu'est-ce qui se dit? Le Cameroun n'a jamais perdu un match contre le Maroc. Nous sommes d'accord, non? Oui. Mais on nous a mis dans la tête que non. Même aux entraînements, on les mettait dans la tête que vous pouvez, le Cameroun n'a jamais fait, le Cameroun n'a jamais fait. Mais la réalité était faite sur le terrain. Les statistiques nous ont compté, mais pas énormément. Le Cameroun a perdu face au Maroc. En parlant même du Barça réel, le Barça, ce qui a fait le Barça gagner, oui, en ce qui n'a jamais perdu une finale et tout, les missions prouvaient qu'ils pouvaient gagner les finales de Super Coupe d'Espagne très facilement. Mais la réalité sur le terrain, c'est que le Barça était fort, enfin, il était excellent, Yamal était fort. Non, en fait il faut comprendre quelque chose. Les prévisions, les statistiques font partie de la vie dans tous les domaines de la science. Qu'elle soit footballistique ou pas. Si vous prenez une décision et que vous ne basez pas sur les prévisions, mais sur les statistiques passées, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Il faut tout savoir ce qui a été fait. Ça, c'est la première des choses. On dit qu'est-ce qui a été fait? Où sont-ils arrivés? Maintenant, c'est à partir de là qu'on peut maintenant dire, bon, prédisons en disant, vu la situation, on peut. Exactement. Si on regarde la confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, rien que le simple fait des statistiques passées, la Côte d'Ivoire face au Cameroun, il peut faire tout donner, même s'il doit perdre d'autres matchs. Et ça, on comprend. Parce que dans le passé, effectivement, on a été toujours un peu le bête noire. Et là, au même titre, par exemple, au Niger, nous, on était toujours le bête noire du Nigeria. Par contre, nous, malgré ça, quand on avait devant l'Égypte, on s'inclinait toujours. Donc, malgré qu'on se préparait, mais quand on arrive devant l'Égypte, on est obligé toujours de s'agenouiller. Donc, tu comprends, ça fait partie du passé. Et c'est sur cette base, je manque qu'on fait des prévisions. Soit on fait des prévisions de toute façon, on se arme davantage pour pouvoir faire un résultat. Sinon, on se fait subir. Exactement. Alors, demi-finale, Maroc contre le Nigeria, Égypte contre le Sénégal, qui va s'agenouiller? On va répondre à la question juste après. La réaction de notre invité spécial depuis l'Île-de-France, Larion Foseux, qui répond au micro d'Inubil Média. Bonjour, je m'appelle Larion Foseux, je suis actuellement étudiant en Master 2 en Île-de-France et je remercie Inubil Média pour cette opportunité-là de partager un peu mon retour sur la CAN. Commençons par la rencontre Nigeria-Maroc. Moi, je pense que ça va être une rencontre très intéressante parce que les deux équipes sont assez fortes avec des joueurs, de très bons joueurs. Côté Maroc, Brahim Diaz, Hakimi, pour ne citer que cela. Côté Nigeria avec Joe Lookman et Victor Osimhen, je pense que ça va être un duel très technique. En espérant que le match se déroule bien et qu'on n'ait pas de polémique niveau arbitral. Concernant aussi le parcours du Niger, je pense que c'est une équipe qui au fil de la CAN ne fait que montrer ses qualités et qui même se bonifie parce qu'ayant affronté une équipe entre guillemets moins plébiscitée qui était le Mozambique et ayant battu le Mozambique 4-0, ils ont affronté une équipe plus forte, du moins c'est un peu plus favorite l'Algérie qu'ils ont quand même dominé. On a vu le match, l'Algérie était très dominant et ils ont battu quand même l'Algérie avec une forte domination 2-0. Donc je pense que c'est une équipe qui a aussi toutes ses chances de remporter la CAN. À propos du match Sénégal-Égypte, c'est très intéressant parce que ce sera un peu la revanche de l'Égypte parce qu'ils avaient affronté le Sénégal en finale de l'avant-dernière CAN que le Sénégal avait gagné et je pense que ça va être aussi très intéressant un peu cette rivalité là, cette revanche. Est-ce que l'Égypte va prendre sa revanche? Pour le Cameroun, malheureusement on a été éliminé, on était très frustrés, les conditions de l'école, on a été éliminé, ça nous a un peu frustrés. Je pense que c'est une jeune équipe qui a montré de belles choses et qui a montré qu'elle pouvait dans les prochaines années être
voilà, vraiment la relève voilà, de cette équipe-là, de ce football camerounais qu'on avait semblé perdre. Voilà. Et je pense que avec l'accompagnement de M. David Pagou et sa rigueur, on pourra faire de très belles choses avec cette équipe du Cameroun. Voilà pour mes retours et mes pronostics sur les prochains matchs. Et voilà, on souhaite bonne chance aux équipes encore en lice. Alors, merci Larion, merci pour tes réactions, merci d'avoir intervenu à ta manière à ce que le programme puisse être comblé. On espère que tes prédictions seront les bonnes. Et là, ça nous amène à partir justement à la dernière étape de cette émission qui est justement le coin des paris. Alors, l'objectif est très simple. Ici, on va faire une projection et chacun d'entre nous va devoir prendre une décision sur cette confrontation. On va faire un tour de table. Chacun va dire qui mérite de gagner sur chaque confrontation et pourquoi. On va commencer avec Yannick. On commence avec Maroc, Nigeria. Qui et pourquoi? Très objectivement, pour moi, le Nigeria mérite de gagner cette rencontre. Non, on n'est pas sur qui mérite de gagner. On est sur qui va gagner. Le Nigeria va gagner cette rencontre. Nigeria va gagner. Pourquoi? Le Nigeria va gagner cette rencontre. Bien évidemment, c'est vrai que les deux équipes proposent un très bon style de jeu, mais comme je le disais d'entame, le Nigeria démontre plus d'envie de gagner que le Maroc. D'accord. Et Sénégal contre l'Égypte, qui va gagner? Ce sera un match très difficile, mais pour moi, le Sénégal va l'emporter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que le Sénégal, c'est une équipe, c'est un pays qui compte beaucoup de superstars, beaucoup de joueurs évoluant en Europe, comme Mohamed Salah lui-même le disait. C'est une équipe très mature, c'est une équipe qui a beaucoup de niaque. D'accord. Monsieur Nelson, Sénégal-Égypte, qui gagne? Au niveau Sénégal-Égypte, je pense beaucoup plus pour le Sénégal. Sénégal, pourquoi? Bon, parce que comme le confrère a su souligner, effectivement, ils sont assez vraiment très matures. Ils savent occuper les espaces de jeu. Maroc, Nigeria. Dans le Maroc, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de... Parce que, à l'inverse, par exemple, si on regarde l'équipe du Maroc, on a tendance à ne pas peut-être comprendre le système. Mais le seul problème, c'est qu'au Maroc, il n'y a aucun joueur pour un poste. C'est-à-dire, tous les joueurs pour occuper tous les postes. Disons ce qu'on appelle la mobilité générale, tous les joueurs. Regardez bien, lorsque chaque joueur désiste, un joueur a bombé, ainsi de suite. Là, c'est un peu difficile, généralement, pour barrer ce genre d'équipe. Voilà pourquoi ceux qui jouent face au Maroc, parfois on a tendance à penser que l'adversaire est tellement fait, ou bien peut-être ce Maroc est beaucoup un bon jeu. Mais sauf que l'adversaire ne comprend pas le jeu du Maroc. Ce soir, vraiment, ça c'est difficile, mais je penche beaucoup plus pour le Maroc. Ok, Maroc. Robin Nelson, Sénégal-Égypte. Sénégal-Égypte. La victoire de l'Égypte. Sénégal-Égypte. Je vois la victoire de l'Égypte aussi. Maroc-Nigéria. Maroc-Nigéria, la victoire du Nigeria. Maroc-Nigéria. Du Nigeria pour moi. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en train d'aller à une finale 100% nord-africaine, Maroc-Égypte, ou alors une finale 100% ouest-africaine, Nigeria-Sénégal? Est-ce le cours des choses? Est-ce une prédilection spirituelle? Est-ce que c'est, ou bien ce n'est que le simple fait de la nature? Non, mais pour nous qui sommes en Afrique noire, le souhait aurait aimé qu'on se rencontre au final Nigeria avec le Sénégal. Nigeria-Sénégal. Ça serait le grand souhait, mais je ne pense pas qu'on peut avoir une confrontation Nigeria-Sénégal. On a également la VAR qui a été très sollicitée justement en quart de finale. Est-ce que vous craignez que ça puisse avoir un impact justement sur le cours des choses? La VAR. Je ne pense pas que ça puisse avoir un impact négatif. Mais ça peut avoir un impact très... La VAR a carrément été inexistante sur les confrontations où on attendait. Ils auraient dû le prendre depuis même le début. Bon, c'est parce que c'est la CAN. C'est la CAN, comme je dis toujours. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir peut-être se payer les services de la part aussitôt. Mais le football a changé aujourd'hui. Vous voyez, en quart de finale de CAN, on peut se permettre de prendre la VAR. Alors, peu importe le cours des choses, qui d'après vous a marqué son passage à cette édition? La CAN par son identité de jeu. Ça, en fait, sur ce sur quoi on ne l'attendait pas, il a été révélé. Pour vous, quelle est l'équipe qui a justement marqué son empreinte? Moi, je reste sur le Nigeria. Et vous? Moi, je reste au Maroc. À Mozambique. Moi, je vois le Nigeria. Donc, personne n'a vu le Cameroun comme elle veut. Le Cameroun, Je vous rappelle que personne n'attendait le Cameroun même en 8e de finale.
L'antécédent, le Cameroun a toujours été une grande nation, monsieur Nelson. Non, je dis que personne n'attendait le Cameroun, c'est trop. Moi, non, personne n'attendait le Cameroun. Après la liste, il fallait voir. Pabou a entraîné où? Celui-ci sort d'où? Pas ça, c'est le Cameroun, non. Il a entraîné Colombe. Il a entraîné plus de Régis de Bamenda. Ils ont pris la coupe du Cameroun. Ouais, les Camerounais. Le problème Cameroun, c'est qu'on va souvent éviter les problèmes pour lui. Les Camerounais souvent se mettent dans les pépins où ils ne peuvent pas sortir. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de mettre les gens dans des circonstances assez pas très favorables. Le Cameroun essaie de faire. Faisons une projection rapide. Où est-ce que vous voyez le Cameroun dans 5 ans? La parole à qui veut la prendre? Dans 2 ans même. Dans 5 ans, une équipe très bien bâtie, parce qu'avec ce qu'ils ont montré avec un mois de construction, je pense que dans 5 ans, on aura une équipe très mature. Je pense que ça va dépendre des services publics. Ça va dépendre de la FECAFOOT. Parlons justement de la FECAFOOT, préant cette réaction du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui a allé dans les vestiaires des Lions pour les reconforter juste après leur élimination en quart de finale de la CAN. J'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Votre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Grand merci. Grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe de Camerounais. Préparez-vous. Parce que là, on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Préparez-vous, les garçons. Maintenant, vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. On ne fera pas moins, les gars. Pas moins. Soyez fiers de vous. C'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. C'est comme ça le football. C'est comme ça. On l'accepte. Nos émotions redescendent. Restez dignes, les garçons. La seule chose, restez vraiment dignes. Pas de déclaration, je répète, pas de déclaration. Monsieur le sélectionneur. Alors, des déclarations très puissantes du président de la fédération africaine, ou bien de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui insiste justement sur les valeurs humaines de l'équipe nationale de football, et en leur réitérant que l'avenir du football, c'est cette équipe qui a été humainement bonne, cette équipe qui a été constituée, et on a revu justement cette hargne, cette envie de gagner des matchs, cette envie de jouer pour l'amour de la nation, qu'on avait perdu honnêtement sur les anciennes listes du sélectionneur qui n'est plus là. Je ne vais pas prononcer son nom, ça ne m'intéresse pas. Mais avant de conclure, on va dire joyeux anniversaire au coach David Pabou, révélé à cette CAN 2016. C'est lui la révélation, justement, la question que je posais tout à l'heure, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Big up, joyeux anniversaire. On espère que l'Éternel lui donnera encore plus d'années pour nous révéler des pépites, justement, dans cette équipe nationale du Cameroun. Voilà, David Pabou qui fête ses, je ne connais pas combien d'années, mais c'est son anniversaire, puisque la page officielle de la FECAFOOT a relayé cela. Joyeux anniversaire, vous nous souhaitez bon anniversaire. Voilà, donc merci justement. Et nous voilà parvenus au terme de cette émission, cette prochaine émission de Jour de CAN. Nous voilà arrivés justement en fin de ce numéro qui pourra vous ouvrir carrément les yeux sur les confrontations des demi-finales, qui pourra vous permettre d'avoir votre propre décision, vous à la maison, sur le cours des choses, ce mercredi à partir de 18h justement pour le Sénégal contre
l'Égypte et à 20h pour le Maroc contre le Nigeria. Vous, à la maison, donnez-nous rapidement vos pronostics en commentaire. Qui va gagner? Qui sera justement les heureux élus pour cette finale? Qui va remporter la CAN également? Pourquoi pas nous dire ce que vous en pensez? Merci et on se retrouve rapidement au prochain numéro de Jour de CAN. C'était Inubile Média. Merci.